Romain Bertrand, que je remercie de sa présence. Nous avions initialement organisé sa venue au mois de mars 2020. Évidemment, nous avions dû la reporter et voilà, je vous remercie vivement. J'ai insisté personnellement pour que M. Bertrand soit des nôtres ce soir, tant son travail est à la fois un travail d'histoire particulièrement riche et enrichissant pour nous dans le point de vue qu'il aborde sur les choses et sur le monde. Et en même temps, c'est un travail d'écrivain avec une plume assez rare dans le monde de l'histoire. Donc il fallait le souligner. Je vais quand même évoquer votre parcours universitaire. Vous êtes directeur de recherche au Centre de recherche international, donc associé à Sciences Po, au CNRS, au CERI, et vous êtes surtout spécialiste de l'histoire de la domination européenne en Asie du Sud-Est entre le XVIe et le XIXe siècle. Vous êtes membre de rédaction de la revue Annales, des Annales, et vous êtes l'auteur d'un grand nombre d'ouvrages, l'histoire à parts égales, récit d'une rencontre Orient-Occident, 16e, 17e siècle, publié au Seuil en 2011, Colonisation, une autre histoire, à la documentation française en 2016, et récemment, vous avez publié l'année dernière, toujours au Seuil, dans la très bonne collection L'univers historique, Le détail du monde, l'art perdu, je le montre pour la caméra, l'art perdu de la description de la nature, et plus récemment, en 2020, Qui a fait le tour de quoi? L'affaire Magellan aux éditions Verdier. Mais ce soir, on vous accueille pour évoquer le détail du monde. Alors, Monsieur Bertrand, comment on passe de l'Asie du Sud-Est à une enquête ou alors une balade, une pérégrination dans cette question de la description de la nature à travers, effectivement, différentes facettes historiques? Bon, tout d'abord, bonsoir et merci pour cette invitation. Et en fait, je vais faire de longs détours pour répondre à votre question et simplement aussi pour me plier aux règles de l'exercice, puisqu'il fallait choisir deux films. En tout cas, vous proposez de voir deux films en lien, quels qu'ils soient avec le livre. Et comme la réponse à votre question tient précisément au lien que j'ai essayé de tisser entre les deux films et l'ouvrage, je vais rapidement évoquer les films, alors sachant que le premier, vous avez pu le voir cet après-midi, donc c'est L'étreinte du serpent. Et puis le deuxième, vous pourrez le voir ce soir, c'est L'île nue. Bon, L'étreinte du serpent, qui est un film récent, qui est un film d'ailleurs qui a connu une certaine audience en France, contrairement à ce à quoi on aurait pu peut-être initialement s'attendre. Et puis L'île nue, qui est un très grand classique du cinéma japonais du début des années 1960. Alors j'avais choisi, en tout cas je vous avais proposé d'offrir aux spectateurs la possibilité de voir ces deux films, parce qu'il y est, pour moi, et en tout cas pour les besoins de la discussion de ce soir, question du rapport que les sociétés, et en particulier, mais pas seulement la société occidentale contemporaine, entretiennent avec la nature, avec le monde naturel. Étant entendu, je le dis au passage, que récemment, en discutant avec des amis, des collègues qui sont, eux, plus proches du monde du cinéma et de ses revues, comme la revue Débordement, par exemple, précisément, lorsqu'on évoquait ce thème nature et cinéma, qui peut paraître un thème absolument évident, puisque par définition, la nature est présente dans chaque film où il y a au moins une scène d'extérieur qui ne soit pas uniquement urbaine, eh bien, en tout cas, le thème a donné assez peu lieu à dossier, à réflexion en tant que tel, parce qu'en fait, on reléguait la question du rendu filmique du monde naturel plutôt du côté du documentaire ou d'un cinéma très spécialisé. Et puis, dans les films, la nature apparaît plutôt comme le décor, comme l'arrière-plan, ou comme le contour des personnages, ce qui permet au sens propre de détourer l'action. Donc ce n'était pas un thème finalement si évident, alors même qu'il paraît à ce point universel lorsqu'on y pense. Donc deux films pour deux modalités assez distinctes du rapport à la nature, ou en tout cas c'est la lecture que j'en fais et que je vous propose. Vous pourrez avoir un avis totalement différent.
L'étreinte du serpent, qui est, pour ceux qui l'ont vu, bon, la chose est maintenant évidente, qui est le récit de l'ensemble des prédations et des appropriations dont le monde amazonien, tout à la fois le monde humain des sociétés du bassin amazonien et surtout le monde naturel, les plantes, les résines, les sucs, en particulier les plantes médicinales, l'ensemble des prédations et des appropriations dont ce monde a fait l'objet de la part d'un certain nombre de pouvoirs à prétention impériale, coloniale, et puis même récemment d'ailleurs des pouvoirs privés qui sont les grandes entreprises pharmaceutiques. Et en fait ce film, qui est le récit de la rencontre entre, pour aller vite, un vieux chef indien dont on ne sait s'il a vraiment été le chaman qu'il prétend être, et dont on voit qu'en fait il est presque le débris d'un monde, au sens de ce qui surnage, de ce qui flotte à la surface d'un monde qui a été complètement dévasté par l'expropriation foncière, par évidemment la prédation de la jungle, de la forêt tropicale humide sous toutes ses formes. Le récit donc de la rencontre entre cet homme qui se cherche un passé dans un monde qui a presque entièrement été effacé par la violence, et puis un ethnobotaniste, donc une variété particulière d'anthropologues qui s'intéressent plus particulièrement aux usages et aux catégories indigènes des plantes, donc aux savoirs locaux sur les plantes, et en particulier sur les plantes médicinales, celles qui forment les pharmacopées locales. Et on voit très bien, ou on devine dans ce film, que derrière, on pourrait dire, la volonté de savoir heureuse et innocente de l'ethnobotaniste, de celui qui veut connaître l'usage que ces sociétés indigènes font d'un certain nombre de plantes médicinales, ou en tout cas de substances actives à vocation thérapeutique, eh bien, se tapisse tout un ensemble d'intérêts, puisque les ethnobotanistes documentent les plantes dites utiles dans un certain nombre de sociétés, mais évidemment, de grands groupes pharmaceutiques, ou d'ailleurs cosmétiques, eh bien, leur emboîtent, on pourrait dire un peu sauvagement le pas, pour immédiatement aller essayer de se les approprier, voire d'ailleurs de les breveter à leur profit exclusif. Donc ce film, à la fois par cette figure de vieux chef chaman indien qui peine à retrouver un monde dont on comprend qu'il a été brisé par la violence des intrusions coloniales, capitalistes, et puis de l'autre côté ce personnage du savant qui peut paraître innocent, mais dont on devine au fil du film qu'il ne l'est évidemment pas tant que cela, eh bien, nous introduit à une première modalité du rapport au monde naturel qui est celui de la prédation et de l'appropriation. Un rapport qu'on pourrait dire au sens propre instrumental, puisqu'il s'agit de considérer le monde naturel comme un ensemble de ressources à disposition. Alors un ensemble de ressources matérielles, des choses qu'on acquiert, qu'on conquiert, et puis le cas échéant qu'on transforme en marchandises, qu'on vend, sur lesquelles on effectue du profit, mais aussi un monde naturel à disposition dans la contemplation. Ceci pour signaler que le rapport contemplatif au monde naturel n'est pas nécessairement l'exact opposé d'un rapport de prédation ou instrumental, puisque c'est encore aussi parfois, sous la forme du parc naturel, qui est une sorte de petite nature mise à disposition de l'homme, eh bien c'est aussi parfois un rapport qui continue à considérer la nature comme extérieure à l'humain et à disposition de l'humain. Voilà, donc premier film. Et deuxième film, L'île nue, que vous pourrez voir ce soir, alors qui est, on pourrait dire, l'exact opposé, ou le pendant inversé de cette première modalité de rapport au monde naturel, puisque là, alors je ne vous en dis pas beaucoup plus, parce que c'est un film aussi dans lequel il faut rentrer, il faut rester d'abord, parce que c'est un film en noir et blanc, avec peu et même pas de dialogue, d'une certaine durée. Donc il faut rentrer dans le film, et puis il faut se laisser embarquer par la petite musique du film, dans tous les sens du terme, le rythme de l'image. Et c'est l'histoire tout simplement de paysans sur une petite île nue, c'est-à-dire d'ailleurs quasi désertique, qui manque cruellement d'eau. Et on les suit au fil des saisons agricoles, et on les suit surtout dans le soin extrêmement méticuleux qu'ils mettent à entretenir, et en particulier à arroser chaque plant qui devient du coup formidablement précieux, de haricots, de maïs, puisque l'eau manque, les plantations sont au sommet de l'île, il faut aller chercher l'eau en bas. Donc en fait on monte et on descend beaucoup dans ce film.
Et voilà, je vous en dis pas plus parce qu'il y a un ou deux quand même rebondissements, donc ça je les évoquerai pas. Mais ce qui est, je trouve, remarquablement montré dans ce film, au contraire, c'est un rapport très précautionneux et ritualisé au monde naturel, et au monde naturel saisi dans chacune de ses apparitions singulières. Ce n'est pas un rapport à la nature à majuscule, mais c'est un rapport à chaque plant qui pousse et dont il faut prendre à la fois soin et souci, eh bien, tout simplement pour qu'il devienne ce que l'on attend qu'il devienne, c'est-à-dire qu'il fructifie et qu'il permette tout simplement de vivre. Donc deux films qui évoquent deux rapports totalement différents au monde naturel, deux évocations filmiques de ce rapport clivé que nous avons avec le monde naturel, qui je crois est assez typiquement le rapport que nous entretenons aujourd'hui avec lui, c'est-à-dire que d'un côté il nous émerveille, il nous séduit, il nous attriste ou nous afflige lorsque nous le contemplons dans les dégâts que nous lui infligeons. Donc nous avons d'une certaine manière toujours une larme prête à perler lorsqu'on nous parle de telle espèce qui disparaît, du dernier représentant des tigres de Sumatra qui vient de s'éteindre, voilà, les forêts qui brûlent nous affolent. Et par ailleurs, au quotidien, eh bien, nous entretenons toujours un rapport qui est de prédation systématique avec ce monde naturel, petite bouteille en plastique, le bois qui est ici, qui a été découpé, etc. Et donc nous sommes dans un rapport clivé, presque parfois névrotique à la nature, qui d'un côté nous sollicite de manière assez intense en termes de sentiments. Nous sommes prêts à beaucoup lui donner de ce qui nous habite comme sentiment, et on voit bien que ce sentiment grandit aujourd'hui, d'un monde naturel qui dépérit sous nos yeux et qui devient déjà presque un monde perdu. Nos campagnes ne sont plus exactement celles d'il y a 30 ans. Il y a moins d'insectes, beaucoup moins de papillons, moins d'oiseaux, et évidemment, ça commence à se sentir ou à se ressentir très fortement. Mais d'un autre côté, un monde naturel qui, pour être véritablement préservé, nous obligerait à sortir d'un mode de vie qui engage quasiment chacune de nos actions quotidiennes. Alors ça, c'est le premier très long détour. Vous voulez que je réponde à la question ou Non, mais si vous me permettez, j'ai envie de vous citer, vous lire un court passage du livre qui illustre exactement ce que vous venez de dire. Alors au passage, c'est assez paradoxal que sur cette thématique-là, de la description de la nature, du regard qu'on peut porter sur elle, vous ayez choisi deux films en noir et blanc, puisque y compris, enfin même si le premier n'est pas tout à fait en noir et blanc tout du long, et une information pour nos spectatrices et spectateurs. Donc la revue Débordement dont vous parlez consacre, qui est une jeune revue de cinéma assez conséquente, consacre son deuxième numéro à l'écologie au cinéma, ou les rapports entre la nature et le cinéma, et qui sortira du coup au début du mois d'octobre en fonction de l'impression. Donc je vous lis rapidement un passage du livre pour saisir le style voilà, d'écriture qui est également le fond de ce que vous venez nous dire. C'est très difficile. Alors, pour vous situer un petit peu, donc, nous sommes dans une partie qui s'intéresse aux collectionneurs de coléoptères et témoigne assez bien de ce rapport d'observation, de fascination et de prédation que peuvent avoir ces individus à l'égard du monde vivant qu'ils cherchent à s'approprier d'une certaine manière. Comprenons-nous bien, il ne s'agit pas de ne plus voir en Wallace qu'un massacreur, et après avoir érigé les grands naturalistes en héros, d'en faire les vilains de l'histoire, plutôt de rappeler qu'il s'est noué en Europe, au XIXe siècle, un rapport étrange et navrant entre la connaissance et le monde, où la passion de la nature n'excluait pas, impliquait même son martyre. Une sorte d'amour apache, comme disent les Mexicains, fait de l'alternance de la louange et de l'outrage, de saccades de tendresse et de hoquets de cruauté. Ainsi l'enfant aime-t-il les papillons, qui ne peut s'empêcher de les meurtrir entre ses doigts. C'est beau. C'est pas mal, hein. Alors, je vous laisse poursuivre, et peut-être en nous racontant comment vous vous êtes immergé dans cet univers des collectionneurs en Grande-Bretagne et un peu tout autour du monde au XIXe siècle, pour en tirer
ce rapport ambivalent qu'entretient l'homme à la nature. C'est là où je vais répondre à votre première question. Comment, en gros, un spécialiste de l'Asie du Sud-Est, donc de l'Indonésie, du monde philippin, entre le XVIe et le XIXe siècle, en vient-il à s'intéresser à la question du rapport qui, dans les arts et les sciences, s'est noué à la connaissance du monde naturel au XVIIIe et au XIXe siècle. Et la question peut paraître comme ça compliquée, mais la réponse est toute simple. C'est précisément en faisant mon métier d'historien de l'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire en me rendant pour y consulter des archives à Bornéo, sur la côte nord-est de l'île, qui est presque un continent de Bornéo, dans un endroit que personne, a priori, n'a de raison de connaître, à Kota Kinabalu, dans la province malaisienne du nord-est de l'île de Bornéo, où j'ai des archives pour tout simplement... sur un personnage qui m'intéresse pour un prochain livre. Lorsque je suis arrivé à Bornéo, que je connais, enfin que j'ai connu il y a déjà presque 30 ans, où j'étais allé, dont j'avais gardé un souvenir un peu émerveillé, c'est-à-dire celui d'une île aux montagnes où dégringolent des verdures incroyables, de lagons magnifiques et purs. Alors je pense que mon souvenir était très idéalisé, mais en tout cas ce que j'ai découvert là en y retournant il y a quelques années, c'est l'exact inverse de ça, c'est-à-dire un monde absolument dévasté. Dévasté, alors pour deux raisons. D'abord parce que les mers de plastique dont on parle beaucoup aujourd'hui, on les voit là. Donc de loin, les lagons de Bornéo ou de l'archipel des Soulous sont magnifiques, mais de près, d'une île à l'autre, on croise littéralement des étendues colossales de déchets plastiques et autres qui, d'ailleurs, commencent à entraver les navigations. Et donc il y a cette mer cristalline qui ne l'est plus tant que ça, ou en tout cas qui est habitée par malheureusement du cristal au sens propre du débris ou du déchet humain. Et puis il y a de l'autre côté la jungle. Alors là aussi on imagine quelque chose comme une forêt primordiale, restée, sinon vierge du moins, dans un état plus proche de ce que pouvait être la nature autrefois que nos forêts continentales européennes. Et la vérité, c'est qu'en fait, de jungle à Bornéo, il ne reste plus que des haillons, parce que partout, les plantations de palmiers à huile, donc, la méchante huile de palme, celle de Nutella et consorts, les grandes plantations de palmiers à huile sont très majoritairement détenues par la Malaisie. Il y en a beaucoup sur la péninsule malaise, mais il y en a aussi de plus en plus à Bornéo. Et elles sont littéralement des entailles dans la jungle. C'est-à-dire que vous vous promenez dans la jungle, vous faites quelques kilomètres et au détour d'une dernière ligne de grands arbres, de diptérocarpacées, qui sont ces très grands arbres de la forêt, qui font des canopées à 50-70 mètres de haut, vous tombez sur une plantation de palmiers à huile, qui est en fait un véritable mouroir, parce que rien ne pousse, rien ne vit sous les palmiers à huile, qui évidemment ne reproduisent pas l'écologie complexe, étagée pour la vie de la forêt tropicale. Donc je retourne à Bornéo, habité d'une idée d'ailleurs probablement très... rêver de ce que pouvait encore être Bornéo aujourd'hui, et j'y trouve tout simplement la trace partout du saccage industriel et de la déprédation capitaliste. Et j'ajoute que c'est en plus une zone de surpêche de tout ce que les mers tropicales peuvent compter d'espèces protégées, parce que cette côte nord de Bornéo, c'est une des grandes destinations touristiques des classes moyennes chinoises, qui viennent pour s'y fournir en instruments de pharmacopée, en hippocampes séchés ou en poissons rares des lagons qui sont également séchés, utilisés pour des poudres, perlimpinpin et autres. Et donc non seulement les lagons sont plastifiés, mais en plus ils sont totalement dépeuplés à cause de cette surpêche. Donc j'arrive là-bas, le monde auquel je m'attendais évidemment n'existe plus depuis longtemps, et il se trouve que pour les besoins de l'histoire que je souhaite raconter, il faut précisément, c'est une histoire qui se passe à la fin du XIXe siècle, c'est une histoire de colonialisme au petit pied ou de colonialisme raté, histoire d'un petit fonctionnaire colonial britannique qui du jour au lendemain doit régner sur une étendue immense de jungle et qui explore toute la côte nord de Bornéo. Il se trouve que pour les besoins de cette histoire que je veux écrire, j'ai besoin en fait d'arriver à dépeindre par les mots la jungle, parce que tout ça se passe dans la jungle. Donc mon petit fonctionnaire colonial britannique
passe ses journées à crapahuter, à remonter les fleuves à l'intérieur de Bornéo, écume les côtes pour tout simplement d'ailleurs dresser le relevé des possessions qu'il est censé administrer. Et donc mon personnage est en permanence, on pourrait dire, en milieu naturel. Et donc j'arrive à Bornéo, de toute façon de jungle à décrire il n'en reste presque plus, et ce qu'il reste de jungle, je me rends compte que je suis absolument incapable de le décrire, parce que je n'ai quasiment aucun des mots qui le permettraient. Alors dit comme ça peut paraître rude ou abrupt, mais enfin, une jungle, en gros c'est vers sur vers. C'est extrêmement dur de situer ce qu'est l'ambiance d'un sentier dans la forêt tropicale. C'est très dur justement de faire la part des volumes et des couleurs, par exemple, quand on essaye de décrire un environnement aussi profus en termes végétaux qu'une jungle. Et c'est d'ailleurs, je le signale au passage, c'est pas choisi complètement par hasard, les deux films en noir et blanc. Parce que pour moi, ce qui a été une révélation dans L'île nue et qui est devenu une certitude avec L'étreinte du serpent, c'est qu'une des astuces, qui est peut-être d'ailleurs une astuce de caméraman, de quelqu'un qui filme pour arriver à ne pas se faire happer par la profusion du végétal et recréer des champs, des contrastes et des profondeurs, eh bien c'est le passage au noir et blanc. Donc si vous avez vu L'étreinte du serpent, eh bien c'est en fait la jungle ne devient plus une espèce de mare indifférenciée de végétaux qu'on ne pourrait décrire que par des nuances de vert, mais elle devient au contraire une juxtaposition de forme et de volume. Et le noir et blanc permet comme ça, je trouve, de recréer en fait de la profondeur de champ, voilà, peut-être au sens propre dans cette image. Et dans L'île nue, c'est un peu la même chose, sauf que là, le noir et blanc permet au contraire de beaucoup aiguiser les singularités naturelles. Le gros plan en noir et blanc sur un brin d'herbe, par espèce sur une tige de riz, vous verrez, ou au contraire l'usage des grisés pour suggérer le mouvement des graminées avec un plan large. Et bien là encore, le noir et blanc finalement est un puissant outil on pourrait dire de cheminement à l'intérieur du paysage végétal. Alors je ferme la parenthèse. Donc j'arrive là-bas, je veux décrire la jungle, de jungle il n'en est plus vraiment, et puis lorsque je m'y essaye, surtout je me rends compte que moi en tant qu'historien de l'Asie du Sud-Est, je sais parfaitement décrire des lieux urbains, des cités, voilà, des mosquées, le palais des sultans de Malacca, je sais décrire les forteresses coloniales des Européens, donc j'ai tous les mots à disposition dès lors qu'il s'agit, on pourrait dire, de croquer une façade. Et en revanche, lorsqu'il s'agit de décrire une orée, enfin un paysage naturel, eh bien je suis rapidement démuni parce que je n'ai pas les lexiques spécialisés, donc le nom des espèces me fait défaut, mais je n'ai pas non plus, parce que le problème n'est évidemment pas que celui-là, je n'ai pas non plus, on pourrait dire, le phrasé qui permet de ne pas décrire un paysage simplement en inventoriant, en listant les espèces qui s'y trouvent disséminées, mais qui permet d'indiquer, on pourrait dire, le mouvement même de ce paysage, ce qui fait tout simplement l'unité d'un lieu naturel, et qui est un rythme en fait très particulier. Alors, je conclus, c'est beaucoup de détours, mais pour dire des choses simples. Donc, je me rends compte que, d'une certaine manière, je fais partie du problème, c'est-à-dire j'appartiens à ces humains contemporains très urbanisés ou qui l'ont été beaucoup plus qu'ils ne le voulaient, et qui sont aujourd'hui dépourvus d'un certain nombre de termes techniques ou autres pour dire le monde naturel, et à qui il faut réapprendre ce qu'est un élytre, par exemple, lorsqu'il sera question de coléoptères, pour pouvoir mieux tout simplement en parler. Et je me rends compte aussi que j'ai à disposition la solution, parce que depuis maintenant plus de 20 ans, quand je voyage en Asie du Sud-Est, j'emmène avec moi un livre. Alors c'est le récit des 12 années qu'un naturaliste extrêmement célèbre du 19e siècle, celui-là même dont il est fait mention dans la citation que vous avez choisie, qui s'appelle Alfred Russel Wallace, eh bien, c'est le récit des 12 années qu'il a passées dans l'archipel indonésien dans les années 1860. Alors, tout petit aparté, Wallace est un naturaliste qu'on connaît peu, qu'on redécouvre beaucoup aujourd'hui, mais qu'on devrait tous connaître, puisqu'en fait, c'est le découvreur oublié de la théorie de l'évolution. Voilà, la théorie de l'évolution a été élaborée très exactement en même temps par Darwin et Wallace,
à tel point qu'il y a eu concurrence entre les deux hommes. Ils ont décidé d'un gentleman's agreement et de publier ensemble dans une revue d'études spécialisées leurs résultats la même année. Et donc la théorie de l'évolution a deux pères fondateurs. Évidemment, l'histoire des sciences, lorsqu'elle devient histoire des grands hommes, n'a retenu que le nom de Darwin, et voilà, c'est un peu le perdant de l'histoire. On le redécouvre beaucoup, mais finalement assez récemment, depuis une vingtaine d'années. Et Wallace, alors je dois le dire, je n'ai pas un parti pris anti-Darwin, mais Wallace est vraiment un personnage assez fascinant. À la différence de Darwin, qui, au-delà d'un premier périple inaugural, d'ailleurs très mis en scène dans ses propres écrits, finalement aura voyagé peu, eh bien Wallace, au contraire, lui, passera 4 années entières dans la jungle amazonienne, et ensuite près de 12 ans à sillonner l'Indonésie, de Sumatra aux îles Moluques, de Bornéo aux Célèbes, etc. Et il tire de ce périple en Indonésie, Wallace, donc un livre qui s'appelle The Malay Archipelago, donc l'archipel malais, et qui est en fait, tout simplement, on pourrait dire, le compte-rendu ou le journal de marche d'un naturaliste en monde malais. Je vous disais, arrivant à Bornéo et cherchant mes mots pour dire la forêt tropicale, je ne les trouvais pas. Et je me rendais compte de l'étendue du problème et à quel point j'en étais partie prenante. J'avais aussi, d'une certaine manière, dans la poche la solution, parce que lorsque Wallace décrit ces séances de traque ou de collecte d'insectes dans la forêt tropicale et à Bornéo, et pratiquement au même endroit où là, moi, aujourd'hui, je mène mon enquête en archive, eh bien, au contraire, a tous les mots du monde à disposition et produit des descriptions éblouissantes. Voilà. C'est le journal de collecte d'un naturaliste, mais qui est quasiment un roman d'aventure, et on se laisse entraîner, et chemin faisant au sens propre, parce qu'il nous amène avec lui dans la jungle. Donc, voilà, il part le matin, il monte, il gravit un piémont broussailleux, et puis ensuite il bascule dans l'espace plutôt sépulcral de la forêt tropicale. Et là, il décèle telle espèce de coléoptère, il entend le bruit de tel singe, etc. Il décrit tout ça d'une manière qui le fait vivre, et d'ailleurs qui n'est jamais ennuyeuse sur un ouvrage de près de 400 pages. Et voilà comment naît en fait ce qui va devenir ce livre-là, Le détail du monde. C'est que je me dis, à lire Wallace, eh bien, il existait au XIXe siècle, il existait encore au XIXe siècle, il existait encore dans les années 1860, un art de la description de la nature qui alliait la précision scientifique et la qualité littéraire pour produire du monde naturel une compréhension tout à la fois en sa globalité, c'est-à-dire saisie dans le mouvement et le moment de ses totalités, de ses paysages, de ses étendues, et dans ses détails ou ses singularités. Parce que ce qui est frappant dans les écrits de Wallace, c'est qu'on a la jungle, elle est décrite dans l'ambiance qu'elle produit ou sécrète, ou qu'elle nous pousse à éprouver, mais elle est saisie aussi dans chacune de ses aspérités. Donc on nous décrit voilà, la voûte sépulcrale de la jungle tropicale, et puis l'instant d'après, le regard s'arrête sur telle espèce de liane, tel épiphyte, dont d'ailleurs Wallace nous fait l'historique en tant qu'espèce, etc. Et donc je me dis qu'il existait encore à cette époque cet art très particulier de la description de la nature, et qu'il s'est perdu, ou en tout cas érodé ou affaissé dans le siècle qui a suivi, c'est-à-dire au fil du XXe siècle. Et donc le détail du monde, finalement, c'est une enquête, tout simplement, ou c'est la chronique d'un oubli, c'est une enquête sur cet art de la description du monde naturel, dont on voit à quel point il restait puissant à la fin du XIXe siècle, et dont l'on comprend aujourd'hui à quel point il a quasiment disparu. J'ai répondu à votre première question. Ouais. Très bien. Vous avez le droit d'être aussi long pour la deuxième, si vous le souhaitez. J'essaierai de... Comme vous le souhaitez. Pour mener cette enquête, vous vous associez à des personnages que vous avez choisis et qui habitent chacun des chapitres du livre. Donc il y a effectivement Wallace qui est plutôt l'un des personnages phares de la première partie du livre, et ensuite vous nous invitez à redécouvrir des figures artistiques ou scientifiques ou littéraires. Comment est-ce que vous avez choisi ces compagnons de route
ou de balade? Et ensuite, comment est-ce que vous avez travaillé l'intense documentation qui, du coup, vous permet d'être extrêmement précis dans la description de leur activité ou alors le choix même de leurs paroles que vous rapportez? Et en fait, c'est pas tellement un livre que j'ai écrit ou que j'ai décidé d'écrire, c'est plutôt un livre qui s'était écrit au fil des années sans que vraiment je ne m'en rende compte. Par exemple, Wallace, c'est un personnage qui me fascine depuis plus de 20 ans. Et à chacun de mes séjours, aussi bien à Londres qu'en Asie du Sud-Est, lorsque je peux glaner voilà, sur la carrière de Wallace, sur ses voyages, tel élément de documentation, je le fais. Donc il y avait d'une certaine manière un dossier Wallace en Indonésie qui grossissait dans mon bureau, mais bon, qui était là, qui n'était pas destiné à quelque chose en particulier. Mais ça fait déjà très longtemps que, par exemple, je me promenais dans les milliers de lettres, il y a plus de 3000 lettres de Wallace, des lettres essentiellement de correspondance professionnelle avec des confrères, mais aussi d'ailleurs des lettres à des amis collectionneurs ou des lettres familiales, qui sont d'ailleurs toutes intégralement digitalisées maintenant, avec une qualité de résolution qui permet de les consulter en ligne. Et ça fait déjà très longtemps que je me promenais dans ce massif-là, quoi. Et puis pour d'autres personnages, par exemple, lorsque la question devient celle des couleurs du monde naturel, c'est-à-dire en gros lorsqu'elle est celle du dilemme du peintre qui veut peindre la nature dans ses propres termes, et donc qui cherche à faire de ces couleurs, quoi, des couleurs de sa palette, les très exacts équivalents des couleurs telles qu'on les contemple dans la nature. C'est le drame par excellence du peintre, quoi, qui essaye, on pourrait dire, de coller à la nature, et qui se rend compte qu'en fait il n'y arrive jamais, puisque la couleur qu'il quête est une couleur qui toujours lui échappe, quoi. Donc, et alors il y a un personnage qui m'a fait penser à ça, et qui en même temps a réorganisé toutes mes idées autour de cette question-là, qui est un peintre d'ailleurs assez peu connu, qui s'appelle Louis Thiner. Louis Thiner, je l'ai rencontré tout simplement un jour, je suis allé voir une exposition consacrée au prince Albert Ier de Monaco, et au peintre Louis Thiner au musée de la Chasse à Paris. Et en fait, Louis Thiner est un peintre qui avait été embauché par le prince Albert Ier pour être le peintre naturaliste de ses expéditions au long cours. Vous savez que Albert Ier est toujours présenté, à juste titre, d'ailleurs comme un pionnier de l'océanographie, et il a mené pendant des décennies des grandes campagnes, alors aux quatre coins du monde, mais surtout dans l'Arctique, et pour eh bien, croquer sur le vif les spécimens qui étaient collectés, alors à la fois par exemple des oiseaux du monde subarctique, mais aussi bien les cachalots, les cétacés qui étaient pêchés par grand fond pour les besoins de la science par les équipages du prince Albert Ier. Eh bien, il avait à bord un peintre, donc Louis Thiner va accompagner voilà, ce prince océanographe pendant plus d'une dizaine d'années dans toutes ses campagnes. Alors, il faut dire deux choses, c'est que d'abord, Louis Thiner accompagne ce prince océanographe dans toutes ses campagnes, qui sont à la fois des campagnes de collecte scientifique et des campagnes de chasse. Parce qu'en fait, le prince Albert Ier de Monaco, donc qu'on présente, mais à juste titre aussi, comme un pionnier de la conscience environnementale européenne, donc un homme qui érige la question de la préservation des océans en question politique de prime importance, donc un homme qui est associé à l'amour de la nature, eh bien le prince Albert Ier de Monaco était aussi un chasseur forcené. C'était pas un chasseur du dimanche, c'est un type qui tirait plus de 20 000 cartouches par an, qui faisait plusieurs milliers de prises par an, donc, et d'ailleurs qui tenait des comptes de chasse qui sont effarants quand on lit les carnets. Enfin, on se rend compte qu'on est dans une passion maladive ou compulsive, quoi, du prélèvement par la chasse de la ressource naturelle. Donc voilà, derrière le peintre Louis Thiner, il y avait ce personnage, Albert Ier de Monaco, qui une fois encore nous renseigne sur ce rapport très clivé à la nature dont je vous parlais au début. Donc Albert Ier, pionnier de la contemplation et de la préservation des environnements océaniques, et puis de l'autre côté, eh bien, ami de la nature, qui était aussi un chasseur forcené. Voilà, c'est le même homme, et c'est la vivante contradiction de notre rapport à la nature. Et Louis Thiner, donc le peintre, alors, qui cherche ses bleus, parce que en fait, le problème c'est qu'il doit peindre beaucoup de scènes qui se passent dans les campagnes arctiques,
et que, en gros, quand même, la banquise, c'est un peu comme la jungle, c'est-à-dire qu'au début, la jungle, c'est voilà, vert pâle, vert sombre, voilà, c'est vert sur vert. Eh bien, le problème de l'Arctique, c'est que c'est bleu sur blanc, quoi. Et donc, en fait, Louis Thiner rentre dans une quête picturale, oui, assez héroïque et un peu folle aussi, qui est de trouver le ton juste, quoi, pour rendre le gel de la banquise au petit matin. Voilà, il faut jouer du mauve pour ourler une trace de pas dans du bleu pâle, il faut s'éruser, il faut etc. Donc c'est un personnage rencontré d'une certaine manière un peu par hasard, Louis Thiner, mais il y avait derrière Louis Thiner le prince Albert Ier, et sur lequel j'avais déjà aussi fait quelques lectures, parce que le personnage dans cette dualité-là m'intéressait. Et c'est un peu pareil pour chacun des personnages, quoi. C'est la rencontre entre la volonté de faire de tel acteur un personnage et le fait qu'il existait, généralement, sur chacun d'entre eux, un petit dossier, quelque part, qui s'épaississait d'année en année. Et si on continue sur l'exemple de Louis Thiner, qui est effectivement pas forcément un peintre qu'on a retenu dans l'histoire de la peinture, enfin pas forcément comme un grand nom de la peinture, et pourtant si vous allez voir ces toiles, c'est assez prodigieux. Genre, j'aimerais les voir en vrai dans leurs formats originaux. Il y a une volonté, mais qu'on retrouve d'ailleurs dans votre dernier ouvrage aussi, d'offrir ou d'accorder leur juste place à des hommes et des femmes, plutôt des hommes ici, que l'histoire aurait un peu négligé ou oublié. Est-ce que c'est une volonté de votre part de sortir de l'ombre des gens qui, pour vous, ont compté sans forcément écrire la grande histoire? Oui, j'aime tous les personnages, en tout cas toutes ces vies ou ces destinées qui deviennent personnages par le fait de l'écriture. Il ne faut pas prendre le mot personnage dans un sens péjoratif ou qui minorerait la réalité qui a été vécue en son temps par ces êtres-là. Ils deviennent personnages par le fait qu'ils font tout simplement l'objet d'un exercice d'écriture. Donc, mais c'est quelque chose de très digne, en fait. Il y a une dignité de personnage. Et c'est pas tellement que je m'intéresse, on pourrait dire, aux petits ou aux oubliés de l'histoire pour ne plus m'intéresser aux héros. C'est qu'en général, c'est lorsqu'on regarde dans l'ombre de la statue des héros qu'on y trouve tapis tous les petits personnages qui ont permis à certains êtres, par ailleurs assez ordinaires, de devenir des héros. Voilà. J'ai écrit récemment un livre sur Magellan. Tout le monde connaît Magellan, ou tout le monde du moins croit le connaître, parce que le fait est qu'on en sait en vérité très très peu sur ce personnage, qui est un héros au sens plein et entier. C'est même un vrai héros européen, Magellan. Magellan, c'est le mythe de l'entrée triomphale de l'Europe dans la modernité, la première circumnavigation du monde, une Europe qui irait vers les autres d'abord par désir de connaissance et qui après s'égarerait dans les violences de la conquête. Magellan, voilà, c'est le nom d'une sonde spatiale, c'est le nom d'une mission vers Mars. Donc oui, c'est quand même, ça c'est du héros. C'est du héros à l'échelle européenne. Et en même temps, lorsqu'on fouille dans les archives, dans les témoignages, dans les récits, eh bien on se rend compte que pour fabriquer Magellan, c'est-à-dire pour faire un héros, qui par ailleurs n'a jamais fait le tour du monde, ça vous pourrez en avoir confirmation dans l'ouvrage, Magellan est mort avant d'avoir fini son tour du monde, d'autres l'ont fini pour lui d'une certaine façon, et contre lui aussi, eh bien on se rend compte qu'il a fallu beaucoup, et même très précisément 242 petits personnages pour fabriquer un Magellan. Il a fallu les 242 hommes de l'expédition, les mousses, les marins, les calfas, les artilleurs. Il a fallu aussi un esclave malais qui a servi de truchement, c'est-à-dire d'interprète, lorsque l'expédition Magellan, ayant franchi le Pacifique, s'est aventurée en Asie. Et donc, ce n'est pas la volonté, on pourrait dire, d'oublier les héros, c'est plutôt d'aller voir derrière les statues. Voilà, j'utilise à dessein ce thème des statues, parce qu'en ce moment, on est dans l'idée de déboulonner les statues. Voilà. Et alors moi, plusieurs fois, on m'a dit, vous voulez déboulonner Magellan, déboulonner les statues de Magellan. Alors non, pas du tout. D'abord, il n'y en a pas beaucoup, des statues de Magellan. Les grands découvreurs ne sont pas universellement présents, mais l'idée, c'est pas du tout, moi je ne veux pas qu'on enlève les statues Magellan, parce que toutes les statues sont des accroches dans l'espace public pour la parole historique. Donc ça permet de dire, y compris des choses méchantes sur Colbert et compagnie, Colbert et la Compagnie des Indes. Mais en revanche, ce que je voudrais, c'est qu'autour de Magellan, on mette 242 petites statues.
C'est-à-dire qu'on rappelle que pour fabriquer ce personnage-là, pour construire cette légende, pour ériger ce héros, ou en tout cas le hisser sur un piédestal, eh bien, il a fallu toute une foule de petits personnages et que, effectivement, ces petits personnages, il faut leur redonner droit de cité dans le récit pour mieux comprendre aussi voilà, de quelle étoffe sont faits les légendes. Et vous le dites, vous l'écrivez à nouveau dans la conclusion de l'ouvrage, je vous cite, « Voilà pourquoi, si notre temps ne veut que Darwin, il faut lui donner aussi Wallace et en guise de rouge néon et de jaune plastique, les bleues banquises de Louis Tiner. » Alors, outre ces deux personnages-là, qui en occultent beaucoup d'autres qui peuplent le livre, il y a dans une troisième partie un jeune Tom Harrison. Peut-être que vous pouvez nous introduire à ce troisième chapitre intitulé « Le sociologue et l'oiseau », qui est aussi, chaque chapitre étant une étude extrêmement fouillée d'un sujet. Et là, vous confrontez, ou détaillez la manière dont la sociologie a ouvert la voie à l'ornithologie. Ou l'inverse. Ou l'inverse. Ouais. Ben oui, en fait, chaque chapitre s'organise autour d'un personnage. Et ce n'est pas forcément la vie entière du personnage, ça peut être quelques moments saillants ou particuliers de sa trajectoire. Évidemment, le personnage est un pont ou une porte entrouverte pour aller vers une dimension de l'histoire ou de la question qui m'intéresse, c'est-à-dire comment, au XVIIIe et au XIXe siècle, c'est tout à la fois élaboré et puis a commencé à se perdre un rapport particulier au monde naturel, qui passait par le souci de sa description. Et dans cette espèce de... C'est pas une généalogie, quoi, c'est plutôt comme ça des moments, quoi, des coups d'arrêt, quoi, à travers les personnages sur des conjonctures qui scandent cette histoire-là. Le dernier personnage, en tout cas l'un des derniers personnages chronologiquement du livre, c'est un homme qu'on hésite à qualifier déjà, ce qui est en soi intéressant. Il s'appelle Tom Harrison. Et moi, j'ai aussi croisé pour la première fois la route de Tom Harrison à Bornéo. Voilà. Alors, il était déjà mort, mais enfin, des histoires invraisemblables circulaient sur Tom Harrison à Kuching, la capitale du Sarawak, qui est l'autre État malaisien de la côte nord de Bornéo. Tom Harrison avait été pendant des décennies le directeur du musée du Sarawak, qui est essentiellement un musée ethnographique. Il courait sur cet homme encore dans Kuching, enfin dans les milieux voilà, savants et intellectuels, tout un tas d'anecdotes dont d'ailleurs, il faut le dire, aucune n'était à son avantage. C'est-à-dire que, en gros, ce type était présenté comme un très très méchant homme, un alcoolique notoire, voilà, ses bagarres dans les bars à Kuching étaient restés célèbres, il était colérique, il était jaloux, il était probablement un peu voleur, enfin il avait tendance à confondre les éléments de sa décoration domestique avec les collections du musée. On disait que c'était un anthropologue raté, on disait que c'était un archéologue qui ne connaissait rien à l'archéologie, on disait que ça avait été un héros de guerre au temps où il avait fallu repousser l'invasion japonaise, voilà, entre 42 et 44. Enfin, il y avait comme ça tout un... c'est un personnage qui était nimbé d'histoire, quoi, voilà. Donc je l'avais croisé il y a très longtemps. Et puis, voilà, c'est pareil, c'est un petit dossier qui s'épaissit, quoi. Le cas Harrison, voilà, au fil des années, je récupérais comme ça des choses sur lui. Et puis en travaillant un peu sur lui, et je me suis rendu compte que c'est vraiment quelqu'un qui avait une trajectoire absolument fascinante, parce qu'au départ, Tom Harrison, c'est enfant, puis jeune homme, puis au fil de ses études qui ne l'achèvera jamais, ce qu'on appelle un drop-out, c'est quelqu'un qui a commencé Cambridge et qui n'a jamais fini Cambridge, qui est parti s'encanailler et s'enivrer avec voilà, des mauvais garçons de bonne famille. Et bien durant toute cette période, ça avait été un passionné d'ornithologie. Un passionné d'ornithologie, mais un passionné d'ornithologie qui devient très rapidement un professionnel, un spécialiste, et qui aide notamment à faire en sorte que l'ornithologie se dote de méthodes beaucoup plus scientifiques d'observation. Voilà, sans rentrer dans les détails, les années 1920 en Grande-Bretagne, c'est un moment important dans l'histoire de l'ornithologie, puisque les ornithologues amateurs, ceux qu'on appelle les bird watchers,
littéralement les observateurs d'oiseaux en Grande-Bretagne, eh bien, commencent à s'organiser, à discuter beaucoup plus avec la communauté académique. Et jusque-là, le bird watching, c'était chacun décrivant de manière un peu bucolique son errance dans la campagne pour observer telle espèce d'oiseau. Là, ça devient un art de l'observation beaucoup plus strict, systématique. On a des fiches, on note de telle heure à telle heure l'ensemble des individus observés, on fait des petits graphiques, des cartes du déplacement de tel volatile appartenant à tel niché, etc. Et Tom Harrison fait partie de ce mouvement-là. Et puis, dans les années 1930, 10 ans plus tard, on retrouve Tom Harrison non plus en train d'observer les oiseaux, mais en train d'observer les humains. Et là, Tom Harrison, dans les années 1930, eh bien, c'est un pionnier de la sociologie, et même d'une forme de sociologie qui est devenue aujourd'hui très légitime, très dominante, mais qui ne l'est pas du tout à l'époque. Ce n'est pas la sociologie des statistiques, celle qui fonctionne avec des questionnaires et des pourcentages, mais c'est la sociologie par immersion, ce qu'on appelle l'observation participante. Et pour résumer les choses, Tom Harrison invente tout un dispositif dans lequel il y a des enquêteurs qui en fait sont quasiment comme des espions, ils sont anonymes, ils vont observer, alors quoi ? Les milieux ouvriers et populaires dans les villes industrielles du nord de l'Angleterre. Il installe toute une équipe dans la ville de Bolton, qui est une grande ville de filature industrielle. Et chaque matin, les enquêteurs partent anonymement. Ils ont des consignes d'observation. Alors, il y en a qui vont s'occuper d'observer ce qui se passe dans les pubs. Ça va donner un ouvrage d'ailleurs magnifique, publié dans les années 40, c'est l'histoire d'un pub, voilà, avec l'histoire de la façon dont les gens viennent y boire, les histoires qui s'y racontent, la dimension politique du pub, la dimension économique aussi, on y vend des choses sous le manteau, etc. Et ils vont observer partout comme ça, et parfois simplement, d'ailleurs, ils vont se poster à l'intersection de deux rues, et Tom Harrison demande à ses enquêteurs eh bien, de noter tout ce qu'ils voient. Alors ça donne des rapports, il y a des milliers de ces rapports dans les archives de ce projet en Grande-Bretagne. Eh bien, 8h40, premier piéton, homme, seul, chapeau noir, chaussures marron. 8h57, premier couple, elle, un peu distante, voilà, et à chaque fois vous avez... voilà, et alors après ils font des statistiques complètement folles, par exemple chaussures de couleur noire et de couleur marron, ils font ça pendant une journée sur la rue Main Street à Bolton. Alors, donc il y a cet homme qui est en gros un petit génie de l'ornithologie dans les années 1920, et qui devient un vrai génie de la sociologie dans les années 1930, ce qui est en soi une carrière assez étonnante, puis qui ensuite va devenir héros de guerre à Bornéo, et ensuite donc tyran au petit pied au Sarawak. Bon, ça fait déjà un personnage assez intéressant en soi, mais la vraie question, c'est comment passe-t-on de l'ornithologie à la sociologie? Et là, pour vous dire comment les choses fonctionnent de manière très concrète aussi, Tom Harrison, alors comme il a ce côté, vous savez, voilà, excentrique, c'est un touche-à-tout, il est colérique, il est grand buveur, c'est le genre de personnage que la BBC adore interviewer. Et donc il y a beaucoup de documentaires de la BBC qui lui sont consacrés dans les années 50, et dans un de ces documentaires, alors il est visiblement en état d'ébriété assez avancé, donc il commence à s'énerver contre les questions du journaliste, et à un moment, le journaliste, qui cherche à le pousser dans ses retranchements, lui dit « Mais tout de même, cette sociologie que vous aviez inventée dans les années 1930, envoyer des enquêteurs espions pour observer les gens, les écouter à leur insu, c'est n'importe quoi. C'est pas de la vraie science. Ça, la vraie science, c'est les statistiques pures et dures, etc. » Et il dit, vous ne leur posiez même pas de questions aux gens, vous les espionniez. Et là, Tom Harrison explose et il dit, il a cette phrase, mais est-ce qu'on pose des questions aux oiseaux? Voilà. Et alors, quand même, là, on peut se dire, effectivement, il est ivre et fou, mais on peut se dire aussi, ça c'est une vraie question. C'est-à-dire, qu'est-ce que Tom Harrison a déduit de la nouvelle pratique d'observation ornithologique qui était en train de conquérir sa scientificité dans les années 1920 pour l'appliquer à l'étude des humains et révolutionner d'un même mouvement, d'ailleurs, la sociologie et l'anthropologie. Et là, on se rend compte de quoi? Par exemple, un truc extrêmement intéressant, c'est que dans les années 1920 et 1930, en Grande-Bretagne en particulier, mais dans d'autres lieux européens et autres, eh bien, il y avait une porosité extrêmement grande entre le milieu des sciences naturelles et le milieu des sciences humaines. Et qu'en fait, ces savoirs qui, dans les années 50, 60, vont avoir tendance à être totalement séparés, hein, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aujourd'hui être tout à la fois biologiste et sociologue. On ne peut pas être à la fois botaniste du muséum et anthropologue. Hein.
on pourrait, enfin en tout cas c'est très rare, eh bien ce type de profil existe encore très fortement dans ces années-là, et il y a une circulation des questions, des méthodes d'enquête d'un milieu à l'autre. Alors, je finis en disant pourquoi c'est finalement le dernier personnage du livre. Eh bien parce que c'est lui qui tout à la fois pousse à bout cette idée qu'il n'y a pas de vraie ligne de partage ou de départ entre les sciences de l'observation de l'homme et les sciences de l'observation de la nature, du monde naturel, ce qui est d'une actualité brûlante aujourd'hui, où on nous dit que précisément il ne pourra plus y avoir de science que du vivant, et qu'elle sera tout à la fois une science de l'homme et une science des autres espèces. Et puis c'est aussi un homme qui va souffrir d'être tout cela à la fois. Les anthropologues lui reprocheront de ne pas être assez anthropologue et trop ornithologue. Les ornithologues lui reprocheront d'être mauvais ornithologue parce que trop attiré par les lucioles des sciences humaines, etc. Et donc c'est à la fois celui qui pousse à bout ou à son terme cette absence de séparation entre l'étude de l'homme et l'étude du monde naturel, et celui qui montre par l'échec de sa carrière à quel point déjà dans les années 1950, eh bien, cette figure du savant universel, qui s'intéresse tout à la fois à l'homme et au reste du vivant, qui a été la grande figure du savoir humain sur le monde du XVIIIe jusqu'au sortir du XIXe siècle, eh bien à quel point cette figure-là est déjà en train de s'effacer et de devenir illégitime. Alors, la découverte d'un personnage comme Tom Harrison, de la même manière que ses autres compères ornithologues, suscite chez la lectrice ou le lecteur une véritable jubilation, je dois le dire. Enfin, de manière générale, vous allez, si vous lisez ce livre, ou si vous l'avez lu, aller de découverte en découverte, ou redécouverte, c'est-à-dire porter un autre regard sur un phénomène que vous pensiez connu, ou par exemple l'ornithologie, je ne sais pas si certaines ou certains d'entre vous la pratiquent. Et ce qui est jubilatoire également, c'est le style des fragments d'écrits que vous citez. Et j'ai envie de vous lire un autre passage, alors qui n'est cette fois-ci pas totalement de vous, puisqu'il s'agit de Howard, qui est un autre des anthropologues, et ornithologue, pardon, et qui a qui a ces paroles sur la poule d'eau qui sont absolument bouleversantes. Je vous préviens, moi je ne ris pas. C'est magnifique votre phrase, ces paroles bouleversantes sur la poule d'eau. N'ayant pas la capacité de réfléchir, elle ne perçoit pas son propre moi. Si elle possède des souvenirs, elle ne connaît ni le futur, ni le passé, donc ignore le temps. Le monde de la poule d'eau est un monde toujours au présent et généralement empli de joie. Avouez que soudainement vous rêvez poule d'eau. Alors je poursuis la lecture, cette fois-ci c'est vous qui écrivez. Les oiseaux qui mènent une vie itérative ont des personnalités fractales. Ils existent à la façon des personnages de Proust, dans un allègre éparpillement, ballottés de déjà-vu en déjà-vu, jamais pleinement présents à eux-mêmes. C'est bien d'ailleurs de littérature, ou du moins d'écriture, dont il est ici question. Je m'arrête là, même si je pourrais poursuivre pour ensuite une analyse de la parataxe d'Howard qui est assez fabuleuse. Vous dites c'est bien d'ailleurs de littérature, ou du moins d'écriture, dont il est ici question, et je voudrais souligner la qualité d'écriture qui fait de ce livre un véritable ouvrage de littérature, et qui, à mon avis, peut élargir grandement le lectorat des livres d'histoire, notamment à un public plus jeune, enfin, ou un lectorat plus jeune. Et donc j'aimerais bien en savoir plus sur vos méthodes de travail, et notamment sur la façon dont vous rédigez cette histoire avec tout à la fois une exigence scientifique constante, c'est-à-dire chacun de vos livres, enfin en tout cas ces deux-là, sont sourcés, c'est-à-dire référencés avec une liste évidemment des textes utilisés, et en même temps sont rédigés avec une prose de romancier. Vous voulez pas que je reparle d'Eliot Howard? Non, juste... Vous pouvez. Je vais juste dire un petit mot sur Eliot Howard, ce qui est une manière de ne pas vous répondre, en tout cas directement. Eliot Howard et la poule d'eau. C'est vrai que quand on lit ce texte tel quel, on pense tout de même qu'il est rendu aux portes de la folie.
Et c'est bien le discrédit qui a été jeté sur son œuvre, parce que pendant très longtemps, l'ornithologie n'a su que faire des ouvrages d'Howard, quoi. Et même dans ses nécrologies, même celles rédigées par ses plus proches amis et collaborateurs, il y a un grand embarras et on passe en gros sous silence ses derniers livres. L'extrait que vous avez lu est de l'un de ses derniers livres, c'est le dernier, je crois d'ailleurs, publié en 1940, comme si cet ornithologue, qui avait été par ailleurs un précurseur dans bien des domaines de l'ornithologie amateur et savante, eh bien à la fin de sa vie avait un peu perdu la tête, quoi. Et Howard, à la fin de sa vie, voulait voir le monde comme les oiseaux le voient. Et en même temps, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un texte datant de la fin des années 1930. De quoi y est-il déjà vraiment question? Eh bien, il y est question d'à peu près tout ce dont aujourd'hui l'anthropologie de la nature, la nouvelle histoire environnementale parle, en particulier de ce qu'on peut appeler la naissance d'une pensée antispéciste, c'est-à-dire où ce n'est plus seulement la façon dont l'homme contemple, appréhende le monde qui est la jauge ou l'étalon de l'ensemble des façons dont les êtres vivants l'appréhendent. Et c'est déjà l'idée qu'en fait, chaque espèce, et même au sein de chaque espèce animale, homme compris, il y a des manières très différentes de se situer par rapport au monde, de se saisir du monde, que le temps n'y est pas expérimenté de la même façon, que l'espace n'y est pas arpenté et habité de la même manière, et qu'il n'y a finalement pas de manière plus légitime qu'une autre d'habiter le monde. Voilà, par exemple, l'être humain a une manière d'habiter le monde qui, en termes de qualité d'essence, de prise olfactive, par exemple, sur son environnement, est très très inférieure à celle de tout un ensemble d'autres espèces. Il y a Eliot Howard qui, lui, en est rendu effectivement aux portes d'une espèce de folie, c'est-à-dire penser non pas avec les oiseaux au sens de penser la façon dont les oiseaux peuvent penser ou se relier au monde, mais penser comme un oiseau. Et en particulier, ça va aboutir à une recherche littéraire, puisque Howard nous explique que la poule d'eau, comme beaucoup d'oiseaux, ne fonctionne pas dans une conception linéaire et biographique du temps, elle ne déroule pas une sorte de récit artificiel de sa vie, elle ne le construit pas en permanence, mais au contraire, elle bondit d'un monde à l'autre, c'est-à-dire du monde, par exemple, de la recherche de nourriture, au monde de la reproduction et de la quête du partenaire sexuel, au monde de... etc. Et donc, d'une certaine manière, elle vit plusieurs vies en un jour, puisqu'elle bondit d'un monde à l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que Howard dit, ça, il faudrait pouvoir le rendre avec des mots. Et il se trouve que notre langage est totalement encombré de notions anthropocentriques. Lorsqu'on veut penser le mouvement d'un être, son déplacement dans l'espace, son rapport au temps, eh bien, le langage dont nous avons hérité est un langage qui est, on pourrait dire, taillé sur mesure pour l'homme, mais qui convient assez peu si on prend au sérieux le fait que d'autres vivants habitent le monde très différemment. Et alors, bon, je passe les détails, mais par exemple, Howard nous dit, puisqu'il n'y a pas dans le monde de la poule d'eau, ou de l'oiseau en général, de lien de causalité systématique entre un événement et l'événement qui le suit, eh bien, il faudrait pouvoir écrire d'une façon où on enlève tous les marqueurs de causalité. Voilà, c'est un style, ça s'appelle littérairement la parataxe. On écrit en enlevant tous les marqueurs de causalité, et d'une certaine manière, on écrit de façon hachée, sans indiquer donc une séquence de causes et d'effets. Et à la même époque où Howard, lui, est porté vers cette folie, ou ce génie qui lui est propre, il y a dans le champ littéraire beaucoup d'expérimentations du même type. Et je vous en donne un exemple, je m'arrête après, mais un exemple célèbre, c'est Virginia Woolf. Donc, eh bien, Virginia Woolf, outre la grande arbitre des élégances littéraires qu'elle fut dans la société londonienne du temps, et l'auteur dont vous avez lu les classiques, et par exemple l'auteur de la première biographie, et même presque de la première autobiographie canine. Elle écrit, dans les années 1920, un petit texte qui s'appelle Flush, et qui est en fait l'autobiographie imaginaire du cocker d'une grande poétesse victorienne. Bon, je passe les détails de l'œuvre. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, en fait, et elle le dit d'ailleurs à un moment en aparté au lecteur, il s'agit d'écrire, et donc de décrire la façon dont les choses se passent, de la manière dont un chien peut les ressentir. Et les ressentir au sens propre, puisqu'elle décide d'une manière qui n'est pas entièrement arbitraire, car elle est la fille d'un homme qui est par ailleurs
un des correspondants attitrés de Wallace et qui a connu Darwin. Donc elle connaît les milieux naturalistes, elle a pour les sciences naturelles et l'ornithologie en particulier une appétence particulière. Eh bien, elle choisit donc d'axer son écriture sur le rapport olfactif au monde, avec cette idée que les chiens, d'une certaine manière, vivent le monde ou anticipent en tout cas le cours d'action qu'ils doivent choisir dans le monde à travers les odeurs. Voilà, les odeurs leur sont des appels, les odeurs leur sont des menaces, et donc, en fait, tout l'exercice littéraire dans ce petit livre, Flush, va consister à décrire un rapport au monde uniquement dicté par les flux ou les flots d'odeurs. Voilà, donc on est ballotté, d'une certaine manière, dans le texte et par les mots, de la façon dont un chien est ballotté lorsque, dans la campagne, eh bien, telle odeur le met en appétence de repas et telle autre, au contraire, le met en vigilance par rapport à un prédateur. Donc derrière l'exemple qui peut paraître fou, anecdotique, et qui est d'ailleurs relativement amusant de Howard, eh bien, il y a tout un moment de pensée et d'expérimentation en Europe dans les années 1920 et 1930, autour de ce qu'on appellerait d'ailleurs un peu sentencieusement aujourd'hui les ontologies animales, la naissance de la pensée antispéciste, etc. Voilà, donc j'ai parlé d'Howard, mais... C'est d'ailleurs, je me permets d'avancer sur une unipop future, mais cet art qu'ont certains auteurs pour se mettre dans la pensée d'un animal et jusqu'à adapter le style. Je citerai Gros câlin de Gary sous le pseudonyme d'Émile Ajar, qui est un livre qui serpente à l'image de son personnage principal, qui est un énorme boa, qui est le meilleur ami du narrateur. Vous parliez d'un tournant dans l'histoire de la nature, et vous avez évoqué à plusieurs reprises des données récentes ou des résultats d'études, des communiqués journalistiques et le sentiment qu'ils peuvent susciter chez nous quant à la destruction de cette nature. Dans une partie de la conclusion de l'ouvrage, je vous cite, vous dites « L'important d'ailleurs n'est pas de s'attendrir pour des classes d'êtres, mais de toujours obstinément préférer les individus aux ensembles, les singularités aux catégories, tant il est vrai que le sentiment est une morale de l'instant et que l'on ne pleure pas un pourcentage. » Est-ce qu'il y a dans le détail du monde une volonté, je dirais presque d'éveil des consciences ou une façon pour vous de détailler votre propre rapport au monde et de susciter sa protection, d'engager les spectateurs en tout cas dans Ça pourrait en être un des effets, il serait bienvenu. Ça n'en est en tout cas pas, je pense, l'intention première, parce que, et c'est une manière de vous répondre sur le fond, je n'ai pas complètement éludé la question, le rapport que l'historien peut entretenir avec la fiction ou l'écart fictionnel dans son écriture. D'abord, moi, je ne suis pas romancier, parce que, à la différence des romanciers, je n'arrive pas à inventer les choses. Je suis incapable de parler de quelque chose qui n'existe pas ou n'a pas existé, quoi. On vient d'évoquer Tom Harrison, on a évoqué Eliot Howard, Wallace, le Darwin oublié. Enfin, je veux dire, les archives, le passé sont tellement pleins d'histoires merveilleuses, complexes, sophistiquées et souvent déroutantes. C'est-à-dire qui déroutent tout ce que nous croyions savoir de notre propre histoire. Des histoires qui nous obligent à nous écarter des généalogies à fil tendu, voilà, de ce qu'on croit connaître, de la façon dont nous sommes devenus ce que nous sommes. Parce que c'est ça l'expérience des archives et du passé pour moi. Enfin, chaque fois que vous y allez pour conforter ce qui pourrait être une idée que vous avez déjà sur un processus, la transformation d'un phénomène, etc., eh bien, c'est l'exact inverse qui arrive. C'est-à-dire que vous en sortez complètement dérouté, ça ne rentre pas dans les cases, ça tord les catégories, ça brise les généalogies à fil tendu, etc. Donc, le passé, c'est un formidable réservoir d'étrangeté qui, du coup, nous dit quelque chose quand même de très fort. Et c'est pour ça que moi, je suis incapable d'inventer des choses, parce que
Moi, j'ai un magasin de bonbons à disposition, quoi. Les archives, il y a 1000 histoires à cueillir. Donc, et il faut se laisser porter par chacune d'elles jusqu'au point où, précisément, elle contredit ce que nous voudrions faire d'elles dans un premier mouvement. Il faut les écouter jusqu'au point où, précisément, elles ne se plient plus à ce que nous attendions d'elles, parce qu'on y va pour les cueillir ou les collecter, souvent avec, on pourrait dire, une idée derrière la tête. C'est le cas qui va illustrer ceci ou cela. Ben ça, à un moment, il faut arrêter, il faut se laisser guider par l'histoire jusque dans ses détours les plus invraisemblables, avec des Louis Tiner, avec des Tom Harrison, avec des Elliot Howard. Pourquoi ? Parce que ça nous dit, à mon avis, une chose importante, et peut-être politiquement importante, au sens général et noble du terme, c'est que le passé est un réservoir d'étrangeté. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va voir dans le passé pour se conforter ou se réconforter, c'est-à-dire pour se dire nous avons raison d'être comme nous sommes aujourd'hui, nous avons raison d'entretenir ce rapport-là au monde puisque nous l'avons toujours entretenu, puisque nous l'avons développé consciemment au fil des siècles, etc. Eh bien, ce qu'on trouve, c'est exactement l'inverse. Ce rapport-là au monde, finalement, et qui est un rapport de fait de destruction, est un rapport relativement récent. Et nous avons entretenu au monde naturel, en Europe, au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe siècle encore, des rapports complètement différents, ou des rapports qui permettaient en tout cas d'en user avec lui d'une manière très différente de la façon dont nous en usons et dont évidemment nous abusons de lui aujourd'hui. Donc, d'une certaine manière, faire de l'histoire, c'est pas être là pour... je sais pas moi, apporter les paisibles précédents dont chacun a besoin pour continuer à être tranquillement dans son petit jardin de certitude. C'est au contraire dire, regardez, tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est contingent, c'est le fait de choix. Nous avons été autres, nous-mêmes, au fil de notre histoire. D'autres possibles étaient ouverts dans notre rapport au monde naturel, comme d'ailleurs dans notre rapport aux sociétés lointaines, aux sociétés humaines extra-européennes. Et il nous est possible, en documentant ces histoires pour partie oubliées, pour partie effacées, eh bien, d'en conclure qu'aucune des évidences ou des certitudes sur lesquelles pendant si longtemps nous avons essayé d'asseoir notre identité, eh bien, n'est une chose finalement très ancienne et très évidente, quoi. Voilà. Donc c'est en ça qu'on dit que l'histoire pratiquée de cette façon-là défatalise et dénaturalise le monde social. Elle nous montre que nous avons été autres, que dans notre rapport au monde naturel, à nous-mêmes, notre propre corps, dans notre rapport à la famille, à ce que nous pensions être la famille, eh bien, nous avons été très différents au fil du temps, et d'ailleurs, ma foi, parfois, nous nous en sommes pas plus mal portés. Donc voilà en quoi l'historien n'a pas besoin de se faire romancier pour, au moyen de l'écriture, sinon de la littérature, eh bien, puiser dans l'ordinaire de son métier ces petites histoires déroutantes, de quoi produire des effets qui peuvent être politiques, oui. Voilà. En tout cas, l'histoire qui est racontée dans le détail du monde, eh bien, c'est celle d'un soin et d'un souci du monde naturel que nous avons perdu, mais l'intérêt, c'est de se rappeler que nous l'avons possédé. Nous l'avons possédé. Est-ce qu'il est possible ou pas aujourd'hui de cheminer à nouveau vers lui ? Ça, c'est une question ouverte, mais en tout cas, la question est posée dans les termes du détour, on pourrait dire, par le passé. Et vous avez dans cette démarche que vous venez de décrire, il y a aussi, pour le lecteur, une prise de conscience de ce qu'est le cours de l'histoire, ce qu'aurait pu être le cours de l'histoire, effectivement l'ouverture d'un champ de possibles qui est immense, et en même temps vous parlez d'un antifatalisme, il y a quand même une profonde mélancolie à la lecture du livre, de se dire que c'est pas forcément comme ça qu'ont évolué les choses, donc de la manière dont certains les ont démarrés. Et il y a cette phrase qui est restée des mois après la lecture du livre. C'est après un court passage, peut-être que vous pourrez résumer, sur le cas de Francis Ponge, et vous dites « Une fois encore, l'entaille sort victorieuse de son duel avec la surface ». Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus, comme je vois dans cette phrase, moi, une lecture de l'histoire et peut-être une répartition injuste entre ce qui reste et ne reste pas.
Parce qu'il faut dire qu'il y a, je le dis finalement, ce livre, c'est la chronique d'un oubli. En tout cas, ça cherche à renseigner l'histoire d'une langue perdue ou d'un art perdu de la description du monde naturel. Il se trouve que, à une époque, qu'on peut situer d'ailleurs à la fin du XVIIIe siècle, peut-être même en 1796, lorsque les frères Humboldt déjeunent avec Goethe et le philosophe Schiller à Iéna, on peut presque dater ça comme ça. À partir de la fin du XVIIIe siècle, il y a une alliance, ou en tout cas un dialogue permanent entre ce que nous appelons aujourd'hui la science et ce que nous appelons aujourd'hui les arts, les lettres, mais qui à l'époque ne sont pas séparés, parce que l'éducation de tout honnête homme implique d'apprendre aussi bien à bien écrire qu'à bien observer le monde naturel. Et Goethe, le prince des poètes, est aussi un naturaliste, il est passionné de minéralogie, il écrit un magnifique traité sur la morphogénèse des plantes, etc. Il y a un moment comme ça où le monde des arts, le monde des lettres et le monde des sciences naturelles conversent autour de cette question de précisément comment faire le portrait du monde. Voilà. Comment faire le portrait du monde en pied, et puis dans ses moindres détails, dans chacune de ses aspérités. Et c'est là où le thème de la singularité que vous évoquiez tout à l'heure apparaît, c'est-à-dire que cet effort pour décrire le monde, qu'on va trouver partagé par, alors ce ne sont pas des clampins de l'Europe savante, les plus grands esprits de la République des lettres européennes, les plus grands poètes du temps, les plus grands romanciers, etc., se posent unanimement ou uniment cette question, comment faire le portrait du monde, à la fois dans la totalité de son mouvement et dans le détail de chacune de ses apparitions, donc dans chacune de ses singularités. Il y a derrière ce questionnement-là, qu'on pourrait penser uniquement poétique ou littéraire, en fait de puissante philosophie de la singularité. On ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est aussi le moment où on va redécouvrir l'héritage spinoziste avec la publication de textes qui ne l'avaient pas été, etc. Il y a des gens donc, qui pensent qu'il faut penser le monde par le singulier, par le phénomène. Et puis, il y a au contraire des gens qui commencent à dire, et parmi les naturalistes, il y en a beaucoup, qu'il faut penser le monde par catégorie et par ensemble. Et que le phénomène, l'apparition, c'est-à-dire ce brin d'herbe-là, ou ce bulbe-là, ou ce minéral-là, n'a pas d'intérêt, c'est ce type de minéral, cette espèce végétale, ce cultivar, qui a un intérêt pour la science. Et donc il y a un savoir des singularités d'un côté, et ce savoir des singularités est aussi un savoir des surfaces, parce qu'en fait, souvent, il fonctionne à la description très très fine du phénomène. Donc il est toujours situé. C'est Wallace qui dit tel jour à telle heure, le 24 octobre 1862, je me trouvais sur une plage de la côte nord de l'île de Lombok et j'ai vu cette cicindèle, petit scarabée véloce, dont les élytres, donc la carapace, était d'une couleur boueuse, qui est exactement d'ailleurs la couleur de la boue locale. Voilà. C'est toujours une observation située, c'est un savoir des particularités. Et on pourrait se dire, mais enfin voilà, si on doit décrire le monde dans chacun de ses détails ou dans chacune de ses apparitions, la tâche est interminable et ça ne mène à rien. Alors la tâche est interminable, c'est vrai, c'est un projet fou, c'est vrai, et en même temps ça mène à quelque chose de très important, parce que par exemple, c'est parce qu'il se rend compte que le même scarabée, enfin la même espèce de scarabée, adapte la couleur de sa carapace à la couleur des sols sur lesquels il évolue, que Wallace en vient à la théorie de l'évolution, c'est-à-dire à la théorie des divergences adaptatives. Une même espèce modifie certaines de ses caractéristiques externes, enfin celles-ci se trouvent modifiées par des logiques d'adaptation à un environnement. Donc ce scarabée observé ce jour-là sur telle île, dans telles conditions, ce savoir de l'absolue particularité ou de la singularité va aussi mener par la simple description des surfaces. On vous parle vraiment de la couleur des élytres du scarabée. On ne l'a pas incisé, entaillé pour aller étudier voilà, son anatomie ou sa morphologie interne, eh bien, permet aussi un savoir sur le monde qui est un savoir aussi scientifique. Voilà. Et puis de l'autre côté, il y a un autre savoir sur le monde qui se développe et qui est au contraire un savoir de l'incision ou de l'entaille,
dont il faudrait aussi faire l'histoire, et là, j'ai pas le temps. Mais tout ça pour dire que dans cet art perdu de la description de la nature, il y a bien plus que la lubie de quelques poètes pour une description littéraire juste et fine du monde. S'y trouve engagé tout un ensemble de philosophie de la singularité, d'art de l'observation du phénomène, qui mène à des connaissances qui, par ailleurs, sont tout aussi valables au plan scientifique que d'autres peuvent l'être. Voilà. Une citation de Goethe, très très célèbre. Il faudrait que je vous la retrouve. Alors je l'avais, mais je ne sais plus où elle est. Voilà, attendez. Parce que j'ai mis des petits bâtonnets, mais ils ont glissé. En attendant que vous la retrouviez, voilà. J'en profite pour vous dire que, évidemment, à l'issue de cette conférence, Romain Bertrand signera des ouvrages dans le hall du cinéma. Donc, si vous souhaitez vous procurer un de ces ouvrages ou faire signer le vôtre, je vous invite à nous retrouver dans le hall. Et je crois que vous avez retrouvé la citation. Voilà, là, vraiment, c'est un excellent timing. Donc, c'est une citation de Goethe. Les théories marquent d'habitude la précipitation d'un entendement impatient, qui voudrait être libéré des phénomènes et qui, pour cela, met à leur place des images, des concepts et même, souvent, rien d'autre que des mots. La plus élevée des choses que nous puissions comprendre, c'est que tout ce qui est de l'ordre des faits est déjà théorie. La couleur bleue du ciel nous révèle la loi fondamentale du chromatisme. Ne cherchons rien derrière les phénomènes, ils sont la théorie elle-même. Et c'est dans le même ensemble de fragments qu'on trouve une autre très très belle citation de Goethe qui décrit en fait ce qu'il voudrait être le mode de connaissance idéal du monde, et il parle d'un empirisme tendre. Voilà. C'est-à-dire un rapport de tendresse, un rapport ému au phénomène. Goethe, qui est par ailleurs un esprit parfaitement rationnel, un poète bâtisseur de vers à la façon d'un architecte, qui est un minéralogiste qui publie d'épaisses synthèses jargonnantes, etc. Mais Goethe nous dit, en fait, fondamentalement, ce qui fait la vraie science, par-delà la qualité de l'observation, etc., c'est un rapport d'attendrissement toujours renouvelé pour le phénomène, qui ne détourne pas de la question des lois générales, puisque le phénomène, c'est l'actualisation dans l'instant, c'est la manifestation à l'homme donné des lois générales du monde. On ne les appréhende, ces lois générales, qui peuvent être toujours les mêmes, de cycle en cycle et de siècle en siècle, qu'à travers la façon dont elles se donnent à nous dans l'éclosion d'une plante, dans la conformation de ce caillou particulier sur mon chemin ce jour-là. Voilà. Donc c'est derrière cette idée des savoirs de la surface, il y a l'idée qu'il y a beaucoup de choses qui se sont aussi perdues, on pourrait dire, dans l'histoire du rapport de connaissance au monde en Europe. Alors Goethe évoque l'empirisme tendre. Moi, je soulignerais la grande tendresse de votre écriture, à la fois vis-à-vis de la nature et de vos personnages. Et j'en profiterai pour, si vous le permettez, lire les quelques lignes qui closent l'ouvrage. Peut-être, oui. Avec Bernardin de Saint-Pierre, avec Humboldt, avec Wallace, avec Ponge encore, le pluriel du monde est de retour. L'infinie variété des êtres vivants à nouveau se donne à voir. L'arbre compte plus que la forêt, l'oiseau plus que la nuée. Ainsi nous est-il donné de prendre soin du monde, car les êtres naturels sont comme les êtres chers, il n'est possible pour les aimer tous que de les aimer un par un. Merci beaucoup, Romain Bertrand. Merci à vous. Nous avons une dizaine de minutes, peut-être un petit peu moins, pour des questions. Si vous avez des questions dans la salle, on peut faire circuler un micro. Il faudra garder votre masque en revanche. C'est sûr. Bon. Merci.
Je vous remercie beaucoup pour cette... c'est pas une leçon d'histoire, c'est une immersion, disons, dans un univers éclairé par l'histoire. Mais j'avais quand même une question qui me taraudait tout au long de votre échange, superbe, hein. C'est qu'il y a quand même une discipline qui revendique la description du monde, c'est la géographie. Alors je voudrais savoir pourquoi vous l'avez expulsée de votre corpus. Ah non, elle n'est pas du tout expulsée. Elle est présente dans le livre, notamment à travers Reclus et à travers d'ailleurs des choses moins connues, mais comme l'histoire du ruisseau, par exemple, où là on est vraiment au cœur aussi de la tentative. Voilà, donc elle est présente. Là, c'est qu'on n'a pas couvert le champ. Et elle est très présente aussi à travers la question de l'art de la description des paysages de Humboldt, puisqu'en fait, c'est avant tout chez Humboldt, enfin son grand projet, en tout cas dans les Andes, celui d'une géographie descriptive. Voilà, il y a toute une réflexion chez Humboldt, justement, sur l'usage à la fois du dessin, du crayonné, et puis du texte pour évoquer la distribution géographique des plantes espèce par espèce. Donc sur la longue durée du 19e siècle, elle n'est pas du tout absente, elle apparaît à travers... c'est simplement que finalement dans les questions où ça n'est pas venu. Oui, bonsoir. Le thème de la conférence, dans ce thème, vous parlez d'art perdu, en faisant référence à une période, notamment fin 18e, début 19e. Mais est-ce qu'on est vraiment sur une question d'art perdu ou d'art qui s'exprimerait différemment et qui viendrait toucher la sensibilité, puisque c'est un petit peu ce qu'on attend de l'art, de manière différente aujourd'hui avec d'autres moyens qui existent? Voilà, on sait qu'à cette période, la peinture arrivait vers des niveaux de détail de plus en plus détaillés, qu'après on est arrivé sur la photographie et bien d'autres choses. Et donc vous, comment situez-vous votre démarche là-dedans, dans ce contexte? Alors il faut dire une chose aussi, c'est que j'arrête, mais très volontairement, on pourrait dire, cette histoire qui n'est pas vraiment ou pas complètement une histoire, au sens d'une généalogie un peu trop affirmée, dans les années 1950. Mais pas du tout parce qu'on ne pourrait pas la poursuivre, y compris jusqu'à aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui est précisément le moment où l'on se repose la question de double cursus en sciences naturelles, en art et dans l'art aussi contemporain, on pourrait dire d'un retour à la nature, ou à la figuration naturaliste, sous des formes directes, indirectes, etc. Je pense par exemple que mon livre participe d'un moment qui est aussi très visible en littérature, dans les arts, en anthropologie, voilà. Mais alors simplement le choix que j'ai fait d'arrêter ça à ce moment-là, c'est précisément parce que, je vous l'ai dit, ce livre est fait de petits dossiers qui sont mes petits dossiers depuis longtemps. Et il n'y figure d'ailleurs que les poètes que d'une certaine manière je connais vraiment parce que je les fréquente depuis 30 ans. Donc il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais pourquoi vous n'avez pas mis un tel, etc. Pourquoi Ponge, pourquoi Lawrence, pourquoi Hölderlin et pas tout simplement parce que c'est ceux avec qui je vis depuis longtemps. Et donc, d'une certaine manière, j'ai commencé à comprendre, en tout cas, pourquoi ils m'intéressaient. Donc tout ça pour dire que j'ai arrêté volontairement, pour que chaque lecteur puisse, lui, poursuivre l'histoire et la peupler de ses propres références. Voilà. Donc c'est un art perdu, tel qu'il a existé, cet art, c'est-à-dire non pas simplement comme quelques initiatives esselées, mais comme quelque chose qui était hanté, appuyé, étayé par des philosophies de la singularité aussi puissantes que la redécouverte du spinozisme au début du XIXe siècle, pris dans des mécanismes institutionnels extrêmement forts, puisque voilà, on parle de Goethe et de Humboldt, deux des plus grands patrons de l'Académie européenne au sens large du terme, tel qu'il a existé comme ça. Je pense qu'il n'existe pas à nouveau. Il y a énormément de tentatives, locales, artistiques, académiques, universitaires,
pour que sciences naturelles et lettres et sciences humaines parlent à nouveau, qu'elles parlent ensemble, ou en tout cas dans les mêmes lieux. Il y a des programmes expérimentaux sur des campus américains, européens, etc. Mais ça n'a rien à voir avec ce que tout cela formait comme un monde de pensée, en tout cas au sortir du XVIIIe siècle. Donc c'est d'une certaine façon, je laisse au lecteur le soin de peupler à sa convenance, de loger ou de domicilier sa propre bibliothèque idéale dans la suite de l'histoire que moi, je m'abstiens de raconter. Et puis d'un autre côté, je vois qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se passent. Je veux dire, on nous parle en poésie française, précisément, d'un retour à la nature, pas forcément d'ailleurs d'un retour au naturalisme figuratif, mais en tout cas, on nous parle en littérature d'un retour au réel, on nous parle dans les arts aussi de retour à la nature au pluriel sous des formes très différentes, et je pense que tout ça existe, parce qu'évidemment, c'est avivé par le sentiment d'urgence de la crise climatique et environnementale. Et en même temps, je pense qu'on n'en est pas encore au stade où on aurait recréé les conditions de l'environnement institutionnel, de l'environnement philosophique, qui avait permis à tout ça de devenir un art au sens propre et un art au sens ancien du terme. Un art au XVIIIe siècle, c'est pas seulement une aventure ou une initiative artistique, c'est un domaine de savoir à part entière, qui inclut en fait le mot même d'art veut dire à la fois ce que nous disons par les lettres et par les sciences. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui se font, qui se refont aujourd'hui. Finalement, peut-être qu'on reconquiert une part de ce langage perdu ou qu'on se réapproprie une part de ce questionnement-là. Mais d'une certaine façon, pour dire les choses, on est encore loin du compte par rapport à ce qu'il avait pu être. Ce n'est pas décliniste ou pessimiste que je dis, au contraire. Je pense que si on voulait en revenir à la puissance de ce qui avait été pensé ou esquissé par l'Europe savante à la fin du XVIIIe siècle dans ce domaine-là, il faudrait se donner et donner beaucoup plus de moyens, à la fois aux écoles d'art, aux universités, aux centres de recherche, etc. Là, il y a un aspect qui me paraît plus disséminé par rapport à ses précédents en ces âges-là. Oui, bonjour. Vous avez fait référence à vos écrits en termes de politique et vous avez postfacé Zumia de Scott. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire 2 mots de cette postface? Alors, Zomia de Jim Scott. Zomia ou l'art de ne pas être gouverné, dans le titre dans sa traduction française. Alors là, là, pour le coup, c'est le spécialiste de l'Asie du Sud-Est qui a œuvré. Parce que Jim Scott, avant d'être le grand penseur politique qu'il est devenu, avec une actualité militante assez forte, puisque on l'enrôle d'ailleurs peut-être un peu trop vite et un peu trop facilement sous la bannière d'une anthropologie anarchiste au sens européen, libertaire, quoi. On en fait en gros l'homonyme états-unien de Pierre Clastres, alors que les choses sont un petit peu plus compliquées, les projets politiques sont un peu dissemblables. J'ai préfacé Zomia tout simplement parce que c'est un ouvrage sur l'Asie du Sud-Est et en plus un ouvrage qui utilise énormément de sources de la période coloniale en Asie du Sud-Est. Voilà. Donc moi j'ai vraiment croisé Jim Scott comme au départ ce qu'il était, un spécialiste de la Birmanie britannique, qui ensuite s'est intéressé au monde indo-chinois, un peu au monde malais, etc. Donc ce n'est pas une préface dans un sens politique. La seule chose peut-être un peu politique dans ma postface, c'est une préface qui est devenue une postface parce que je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait une préface, alors du coup ça a glissé, ça donne un truc un peu feuilleté aujourd'hui. C'est justement que la réception de cet auteur en France s'est faite un peu dans la confusion. Parce que pendant très longtemps, on n'avait pas traduit en français les œuvres de Jim Scott, et puis un jour, on a décidé de les traduire, et d'une certaine manière, un peu massivement. Et on l'a fait sans tout simplement dire, dans les préfaces qu'il aurait fallu faire à l'époque, qui était Jim Scott, d'où il venait, etc. Et comme on n'a pas fait ça, il a été reçu comme, en gros, ce que je vous disais, c'est-à-dire c'est le petit ou le grand frère, d'ailleurs états-unien, selon ce qu'on veut en penser, de Pierre Clastres, c'est-à-dire un anthropologue qui nous explique à quel point on peut et on doit désirer vivre dans un monde où l'État est réduit à son expression minimale, etc. Mais la vérité, c'est que les deux backgrounds sont très différents, parce que Pierre Clastres, c'est vraiment quelqu'un qui a participé du mouvement des revues anti-totalitaires et anti-staliniennes de l'époque. Donc là, quand Pierre Clastres dit
voilà, il n'y a de domination centralisée que sous la figure de l'oppression, de l'écrasement, etc. En gros, c'est un peu Thermidor dans la jungle amazonienne, Pierre Clastres, ce qu'il nous décrit. C'est-à-dire c'est l'évolution de tous ces pouvoirs, et en particulier du pouvoir soviétique post-révolutionnaire, qui donne en gros, pas la liberté pour tous et le communalisme absolu, mais l'appropriation des positions de pouvoir par quelques-uns, une caste, un clan, un parti-État, etc. Donc Pierre Clastres, c'est vraiment un moment politique très fort des sciences humaines françaises, et ça appartient à ce qu'on a appelé le mouvement antitotalitaire tel qu'il a existé. Jim Scott, c'est très différent parce que Jim Scott, il vient d'un background très différent. C'est un libertarien, mais version états-unienne. C'est-à-dire que, par exemple, c'est quelqu'un qui est très marqué, ce qu'on sait peu en France, mais qui est très connu aux États-Unis, par son éducation et d'ailleurs son rapport aujourd'hui encore très fort aux Quakers. Et donc à tout un ensemble de communautés chrétiennes qui ont développé, par rapport à la question du pouvoir centralisé, un discours qui peut devenir aussi, dans certaines droites américaines, un discours de refus de l'État fédéral sous des formes très, très vives, quoi. Donc entre eux, en gros, un libertarisme états-unien qui peut donner un refus communautaire de l'État fédéral dont la dérive donne l'alt-right contemporaine et le mouvement antitotalitaire à la Pierre Clastres, c'est deux choses très différentes. Alors, je suis désolé, ça a été très ennuyeux cette longue digression, mais en fait la seule chose de politique qui est dans ma postface, c'est ça, c'est de rappeler qu'il faut faire attention à la réception, parce qu'on confond un peu parfois les horizons militants et politiques voilà, qui sont incarnés là. Je me réjouis grandement de savoir qu'on va pouvoir vous réinviter, puisque vous avez plus d'un sujet dans votre botte. Mesdames et messieurs, 2 recommandations avant de quitter la salle. La première, c'est qu'il faut que vous sortiez rang par le bas de la salle. La deuxième, c'est si vous achetez le Détail du Monde, achetez aussi un carnet pour y noter toutes les citations merveilleuses qui s'y trouvent. Bonne soirée. Super, vous êtes restés.